Alex, j'ai pas mal fait. On n'a pas d'autres annonces, hein? Directeur des opérations chez Ça se passe. Non, c'est ça. Je pense que la dernière autre annonce, real quick, ça va être on prend un break d'event pendant l'été. Donner le temps à tout le monde de juste chiller en vacances, puis nous aussi. On revient en septembre en force à Montréal. D'ailleurs, chez Coveo, avec la CMO, ça va être gros. On fait octobre-novembre aussi. Puis, il y a une deuxième retraite privée pour fondateurs SaaS qui va avoir lieu probablement en octobre. Fait que si ça vous intéresse, saspace.com/retraite avec un S. J'ai fini toutes mes promos. On peut passer... c'est fini ton moment awkward de genre, qu'est-ce que je fais ici, dans le fond? Will, bienvenue sur Ça se passe. Hey, merci de m'avoir sur place. C'est la première fois que je suis de retour dans les bureaux de chez Coveo depuis très longtemps. C'est vraiment beau. Je suis content de voir tout ce monde-là aussi. Fait que merci de m'avoir. Ça me fait plaisir, man. C'est toujours une bonne excuse pour creuser sur des sujets qui nous intéressent les deux. Je commence tout le temps le pod en posant la question, te rappelles-tu comment on s'est connus pour que le monde catch comment ces genres de relations-là de professionnels émergent? Là? Fait que, yes. Ben, il y a comme eu plusieurs petits moments qu'on s'est croisés quand j'étais chez Pléo, travail remote, on avait loué un bureau au bunker qui partageait les bureaux avec Snipcart. Puis je pense qu'on s'est croisés, mais je pense que tu m'intimidais un peu dans le temps, je sais pas trop, là. Le gars avec les tatous, fait qu'on s'est pas tant parlé, mais on s'est croisés à quelques reprises. Mais la fois qu'on s'est plus connus pour vrai, c'est... On a fêté l'embauche de Maxime Laboissonnière. Yes. Chez Pléo. Chez Pléo, qui déménageait à Copenhague. Fait quelques jours avant qu'il quitte, on a fêté ça. Puis on a appris à mieux se connaître. Exact, man. Excellent recap. Je vais juste ajouter que toi, tu m'intimidais parce que t'avais les cheveux bleachés. J'étais pas game de te parler. Tu faisais du surf en plus. All right. Will, pour que le monde catch un peu, t'es quel genre de personnage? Ça ressemblait à quoi ta carrière? Fais-nous un recap un peu des grosses étapes qui t'ont amené jusqu'ici, puis après ça, on va pouvoir creuser. Yes. Ben dans le fond, j'ai fait mon bac en génie logiciel à l'Université Laval. Puis j'ai ensuite commencé ma première job en tant que software engineer chez Coveo, ici même. J'ai fait 3 ans chez Coveo. Ça m'a amené ensuite chez Pléo pour 5 ans. J'ai été comme le premier engineer front-end focus chez Pléo, dans le comme 14e employé là. Passé 5 ans là, je pense que maintenant ils sont 600, 800, je sais pas le dernier chiffre là, du nombre d'employés. Puis par la suite, là, je suis chez Tome depuis bientôt 3 ans. Fait que c'est ça, je me décrirais un peu comme un front-end dev. Maintenant, je suis un peu full stack. Là, la description change tout le temps. Mais c'est toujours ce qui est visuel. C'est ça que j'aime. Puis je suis un gars qui aime bien tout ce qui est sport. Là. Tu parlais surf, kitesurf, wakeboard, mountain bike, là, tout ce qui est un peu risqué à se casser la gueule. J'aime quand même ça. Faut juste pas que tu te pètes les phalanges trop. Ouais, c'est ça. Tu perds en value sur le market. Will, Tome, moi j'ai utilisé le tool. J'ai fait un petit peu de research aussi, évidemment, avant le pod. Explique au monde, genre, le elevator pitch-ish de c'est quoi que ça mange en hiver, Tome. Yes, ben ça a changé au cours du temps, là, comme toute bonne start-up. Là, mais à la base, Tome, c'est un outil de présentation qui se veut être un remplacement plus moderne, plus rapide aux outils qu'on connaît comme PowerPoint ou Google Slides. Mais dans l'ère du mobile, dans l'ère de l'intelligence artificielle, donc il a utilisé le Generative AI pour générer ta présentation le plus rapidement possible. Puis là, on a fait récemment un pivot vers plus les sales, parce que c'est des gens qui font des présentations en PowerPoint 10, 12, 15 fois par jour. Ouais. Fait que c'était comme un client qui était vraiment bien positionné à essayer d'optimiser leur workflow à eux. Fait qu'on utilise les présentations, l'AI, les outils de sales pour faire des présentations. Ça n'enlève pas que c'est encore un outil de présentation pour monsieur, madame, tout le monde, mais on focus beaucoup sur le sales dans notre pitch. C'est des équipes qui ont de l'argent et du budget aussi. Ben, il faut le vendre, le software, pour payer ces beaux mondes. Ces investisseurs-là. En termes de... T'as-tu une idée, mettons, un ordre de grandeur, genre quantité d'employés, funding, valo, les affaires qui sont publiques, là, facile à dire? Yes, dans le fond, en ce moment, on est environ 50 employés. Okay. On a eu environ 80 millions de funding. Valuation environ. B? Série B, exact. Je sais pas pourquoi je l'ai faite, donc.
Série B, ouais, on peut. Ouais, c'est série B, valo environ de 300 millions, qui est backé principalement par Greylock Ventures, qui est principalement Reid Hoffman, pour ceux qui savent, là, c'est le founder de LinkedIn qui a fait son propre VC Fund, qui est sur notre board. Le dernier board qui était, c'est OpenAI. Comment il va ce temps-ci? Ben, malheureusement, je suis pas en first name basis avec Reid, là, mais il est sur le board de Tome, donc c'est quand même cool de voir que c'est un gars qui a été acheté par Microsoft dans LinkedIn. Fait qu'il y a quand même des opinions très intéressantes envers PowerPoint versus Tome. Fait que c'est quand même un cool guy à avoir sur ton board. Là. Des grosses pointures. C'est ça qui arrive quand tu pognes une startup qui est aussi trendy puis bien financée que Tome à SF. T'as un who's who sur LinkedIn. Là. Ouais. Ex-engineer chez Facebook, Reid Hoffman. Il y a des gros noms qui circulent. Je pense que de l'extérieur, ça a l'air impressionnant. Puis ce que je me demande, en fait, comme question, c'est quand le monde a vu William Fortin, ils ont-tu eu cette impression-là, tu penses? Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, je pense que c'est une question que je me pose tout le temps. Là. C'est un peu comment je me suis ramassé là. Puis il y a l'espèce de syndrome de l'imposteur. Exact. Okay. Parce que, tu sais, je pense qu'on a le classique, le petit Québécois, tu regardes le CV, tu te dis, je sais pas. Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, tu parles Coveo à n'importe qui en tech. Moi, de l'avoir sur mon CV, ça crée plein de discussions. Il y a plein de monde qui savent. Absolument. En fait, je pense que je parle jamais à quelqu'un qui sait pas c'est quoi Coveo, par exemple. Nice. En Europe, c'est un peu la même chose avec Pleo. Pleo est connu vraiment bien en Europe. Fait que je pense que mon CV d'un quelqu'un qui arrive en SF puis qui creuse un peu va peut-être comprendre, mais à première vue, c'est sûr que quand tu m'assois à côté de mes collègues qui sont ex-Google, ex-Meta, j'ai eu des croûtes à manger, mais finalement, je pense que je m'en suis bien sorti. Là. J'ai une expérience qui m'a permis de vraiment bien me démarquer quand même. Je pense que oui, parce que l'espèce d'apogée de tout ça, c'est vraiment le fait que tu sois assis ici aujourd'hui pour que ça se passe. Fait. D'ailleurs, ça ne me dérange pas si tu prends le logo pour ta carrière. Il n'y a pas de trouble. Mais au-delà, on parle de logo, là. Puis au-delà d'un logo, mettons, Coveo, quand tu as starté, ça a aussi été une expérience, je vais assumer, riche. Fait que ma question, c'est, à part traîner ce logo-là comme street cred sur ton CV, y a-tu des trucs que tu avais appris, mettons, chez Coveo, qui ont stické, qui sont restés avec toi, que tu as gardé? Ouais, 100%. Ben, tu sais, de un, chez Coveo, j'ai la plupart de mes amis d'aujourd'hui, j'en ai que je côtoie là, à tous les jours, qui sont soit encore chez Coveo ou ils sont allés ailleurs. Mais aussi en termes de pratique de software, il y a une rigueur chez Coveo qui est quand même ce que je porte encore. Puis il y a aussi eu des expériences comme, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des stagiaires, d'un peu me casser la gueule à gérer des gens qui ils sont là pendant 2-3 mois, ils s'en vont après. Fait que, c'est moins high risk de ce côté-là. Puis c'est plein de belles expériences. Parce que je pense que j'ai eu la chance de le faire à plusieurs reprises. Puis il y a encore des situations que j'ai vécues que je suis capable d'appliquer ailleurs en termes de management. Là. Il y a des stagiaires qui écoutent le podcast qui sont laïcés, ce gestionnaire. Cool, man. Y a-tu manière que tu nous expliques, pour ceux qui sont peut-être moins well-versed là, dans les startups qu'on a nommées, on a expliqué Tome, Coveo, on sait pas mal tout c'est quoi, comme tu disais. Pleo, par exemple, ça peut être peut-être un what the fuck pour certaines personnes. Fait que fais-moi un elevator pitch, encore une fois, là, de ça. Ben, tout le monde qui travaille pour une entreprise a eu souvent à faire un rapport de dépenses. Tu as allé à une conférence, par exemple, puis tu la payes de ta poche, tu veux te la faire rembourser. Pleo est un outil de rapport de dépenses automatisé et une carte de crédit qui est reliée à ça. Fait que quand tu fais un achat, automatiquement, tu reçois une notification sur ton téléphone qui te demande de prendre une photo de la facture. Puis tout le reste est automatisé parce que l'information que tu avais besoin provient du provider, Mastercard par exemple. Fait que là, ton équipe de finances est contente avec toi parce que tout est géré du début jusqu'à la fin. Puis tu n'oublies pas de courir après ton reçu. Puis tu es remboursé tout de suite au lieu d'attendre ta prochaine paye. Puis ça, Pleo, ça a été launché
2010-ish, à peu près, t'as-tu une idée? Ben dans le fond... Toi, t'es rentré quand, mettons? Je suis rentré... ben tu vois, ça fait à peu près... Ça fait à peu près 8 ans là, que ça existe, quelque chose comme ça. OK, Ouais. good. Ton rôle là-bas, c'était quoi? C'est ça, moi j'étais front-end dev. Genre mais- le projet sur lequel tu travaillais puis tout? Ben c'est ça, tu sais, au début, tu rentres dans une startup, t'es le premier front-end dev, fait que c'est un peu, tu sais, tout ce qu'il faut afficher à l'écran, là. Fait que, Pixel, for sure. fait que là, tu sais, l'app avait été faite, était déjà fonctionnelle, on n'avait pas encore de clients payants, on avait comme donné des cartes de crédit préloadées avec 20$ à du monde pour qu'ils l'essayent, puis c'était comme... Teste ça, tu peux dépenser 20$ dans une conférence, puis vois comment ça fonctionne. Fait que à partir de là, ça a quand même explosé parce que les gens voyaient la valeur. Ouais. C'est un produit qui s'explique vraiment rapidement. Tout le monde a comme vécu ce pain-là. Fait que ça a été ça, l'application web, de voir les expenses de tout le monde en temps réel, de pouvoir afficher les reçus, de pouvoir les uploader, de pouvoir ajouter un commentaire. Puis après ça, tout le côté comptabilité, que tu dois exporter ce rapport-là dans tes autres logiciels comptables. OK. Fait que ça, c'était tout sur quoi j'ai travaillé. Mais là, toi, tu fais un bon bout du début de ta carrière dans une compagnie bien établie, avec des systèmes, des processus, une équipe en place, Coveo. Mm-hmm. Il n'y avait pas un niveau de risque ou de peur, ou peut-être l'inverse, de l'excitation quand tu t'es dit, Chris, je m'en vais dans une startup danoise. Je sais pas s'il a fallu que tu ailles en Europe, carrément à Copenhague, direct. Je vais être le 16e. Tu sais, il y a un plus gros niveau de risque en termes de move de carrière. Comment tu as vécu ça? Ben genre? ça, je pense qu'il faut que je t'explique un peu d'où ça vient. Là. Dans le Vas-y. fond, j'ai rencontré chez Coveo Marc-André Poulain qui a travaillé ici chez Coveo. On a eu la chance de travailler sur un projet qui existe encore chez Coveo qui est Usage Analytics, qui était dans le fond recueillir toutes les données des recherches des gens pour savoir sur quoi ils cliquent, puis réutiliser ces données-là pour optimiser les résultats de recherche. Ça, c'était à la base, c'était une espèce de petite équipe expérimentale. C'était moi, Marc-André, Guillaume Simard. Puis c'était comme, on essaye de voir si ça marche, puis finalement, rapidement, c'était comme, oui, ça fonctionne, puis cette équipe-là est devenue un vrai projet. Puis Marc-André a quitté pour aller faire une maîtrise en sécurité informatique au Danemark. OK. Puis sur le side, sur AngelList, il a trouvé une start-up quand même cool qui s'appelait Playo. Puis finalement, ben, il a droppé sa maîtrise, puis il était le founding engineer chez Playo. Puis nous, on est restés en contact, puis à un moment donné, il fait « Hey, j'ai besoin d'un front-end », puis le timing était bon pour moi. Fait que c'était pas juste comme un saut dans le vide. Je savais que j'avais bien travaillé avec Marc-André, qu'on s'entendait bien. Puis oui, après ça, ben là, il y a tout ce stress-là qui arrivait. J'étais allé... Au début, il voulait que je vienne pendant 3 mois au Danemark. Là, c'était comme pendant le temps des fêtes. C'était comme pas le moment le plus nice. Fait que j'ai comme négocié un 6 semaines au Danemark, qui a été une expérience vraiment cool. Là, le Danemark, c'est un très bel endroit. Là. C'est vraiment... Parle-moi-en de ça. Parce que là, tu avais vécu la tech à Québec. I guess tu avais chillé un peu à Montréal aussi. Là, tu arrives dans un environnement tech européen, danois. Y a-tu des contrastes, mettons, qui pop? Ben, la tech au Danemark est quand même encore assez early. Là. Je pense qu'en Europe, tu as plein de hubs tech. Tu penses à Maison, à Berlin, il y a des vraiment grosses startups. Ça brasse pas mal plus. Danemark, c'est pas très long que tu les nommes, les startups connues de là. Puis sinon, il faut que tu ailles en Suède, là, où il faut que tu t'éloignes un petit peu. Fait que c'est nous, on était dans le fond dans un espèce d'incubateur avec d'autres startups. Fait que c'est quand même ça ressemble un peu au bunker. Tu arrivais là, tu te promenais avec du monde d'autres startups, puis à chaque... une fois par mois, je pense, il y avait un genre de déjeuner, puis le monde y montrait leur progrès. Fait que c'était quand même c'est spécial le Danemark parce que c'est vraiment petit. Mm-hmm. Moi, je suis allé à maintes reprises, puis quand je vais au Danemark, je croise du monde, ils font « Hey, salut Will! » genre, c'est quand même fuck. Ça me fait ça sur Saint-Joseph. Ben, ça te le fait au pays au complet. C'est ça qui est spécial. C'est que Copenhague, c'est très, 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 très petit. Puis, c'est ça un peu... ça ressemble au Québec pour ça. Là. Fait que là, tu me dresses un portrait, mettons, de la quantité de startup tech ou à quel point ça boom la tech. Parle-moi de la culture de travail. Tu sais, mettons, moi, j'ai travaillé avec des Américains, avec des Israéliens, avec des Québécois, évidemment. Une couple d'Européens, mais moins, tu sais. Fait que parle-moi s'il y a un contraste là, genre.
Ouais, certainement. Mais dans le fond, tu sais, pour avoir vécu Québec, Europe, San Francisco, tu sais, c'est comme... Je pense que, mettons, le Québec est un espèce d'heureux mélange. Là, tu sais. On a quand même des idéologies de genre, faut que tu prennes des vacances. Tu sais, y a des trucs, tu sais. Mais, mettons, première semaine que j'étais au Danemark, vendredi soir à 4h30, tu sais, je suis comme bien dans ma zone encore en train de travailler sur une feature. Mon CTO vient derrière moi, m'ouvre une bière, puis il dit là, c'est terminé. Ah ouais, direct. Puis fait que là, c'est un autre niveau de comme, c'est terminé. Tu sais, ils sont très, très forts sur le comme, le faut que tu aies du plaisir, faut que tu aies le bien-être, la famille. Tu sais, le hygge qu'ils appellent, là, qui est l'espèce de mot danois qui est comme tu te mets une couverte, puis tu te mets des chandelles, puis tu écoutes un film cocooning un peu. Il n'y a pas de traduction, là. Mais ils sont très, très forts sur ça. C'est quoi le mot? Oui? Hygge, H-Y-G-G-E. Je sais même pas si je le dis comme faux, là. Peut-être. Je m'excuse. Je pense. J'ai tenté d'apprendre là, les prononciations, puis c'était un désastre. Là. J'ai laissé faire d'apprendre. On va mettre ça dans les show notes, comme qu'ils disent. Ouais. All right, man. Fait que là, comme tu dis, est-ce qu'il y avait des designers d'interface quand t'es rentré, mettons? Ouais, il y avait un designer au moment où je suis rentré. Puis, mais Pléo a évolué à une grosse équipe de design. Exact. Puis tu t'es rendu à un bout... Quand ton bout de carrière chez Pléo s'est terminé, tu travailles sur des trucs comme le design ops, puis des affaires où est-ce que la proximité entre le dev puis la designer ou la dev puis le designer, c'est le nerf de la guerre, mettons. Ouais. Fait que ma question pour toi, c'est en fonction de toute cette expérience-là, puis celle que tu as chez Tom aussi, as-tu l'impression que tu peux être une bonne personne designer en SaaS si tu n'as aucune base de programmation, mettons? Ça, c'est vraiment une bonne question parce que... Thanks. Parce que, dans le fond, j'ai travaillé avec différents types de designers. J'ai travaillé avec des designers qui ne veulent rien savoir de coder, puis d'autres qui codent mieux que possiblement ben des devs. Fait que là, je te dirais que ça dépend, en fait, de ce que tu recherches à exprimer comme design. Okay. Un designer qui fait beaucoup d'interactions, qui fait des animations... C'est toujours tannant parce que tu es assis à côté de ce designer-là puis tu es là, ouais, mais là, c'est quoi le timing que tu veux? Si tu veux que ça rapetisse, tu veux que ça agrandisse en combien de temps? Puis là, il va te pointer du pixel pushing là, pendant une journée. Surtout remote, c'est vraiment pénible là, parce que là, tu fais envoyer des screenshots avec des lignes rouges un peu partout. Puis une animation, ça se décrit mal. Okay. Alors, intéressant. Fait que un designer qui code va pouvoir le faire un prototype, que ça soit en... C'est pas obligé d'être dans le langage que toi, tu vas le coder, mais au moins, tu es capable de le voir, de regarder le code, de regarder la logique. Fait que pour ce genre de truc-là, où tu as vraiment... maintenant, il y a plein d'outils aussi pour faire ça, mais c'est quand même... Il y a une espèce d'étape de traduction qui a de la perte là, tout le temps. Entre pixel puis code, mettons, genre? Ouais, même exemple, Figma à code, tu sais. Okay. Tu as un inspecteur, tu peux voir, OK, ça, c'est telle couleur, ça, c'est telle grandeur, mais quand ça bouge puis que ça évolue, bien là, c'est un peu plus tannant. Fait que je pense que quand c'est vraiment des choses, beaucoup d'interactions, là, je parle d'animation, mais ça peut être juste comme, tu navigues à travers une app, il y a plein de choses qui se passent. Du feedback, beaucoup. Ouais. Okay. Fait que des mocks statiques Figma, ben c'est pas toujours... Okay. Tu arriveras très rarement au résultat que le designer recherche, puis il va souvent être déçu de ce qui va arriver. Fait que quand un designer est capable de vraiment soit te l'exprimer, te le montrer, c'est ça je veux, puis là, tu peux soit exactement le prendre puis le copier-coller, ça c'est le meilleur monde, ou même, moi j'ai eu des designers qui sont venus dans mon code puis qui ont dit, ben check, j'ai changé ça. Puis ça, c'est super agréable. Mais il y a d'autres designers qui se spécialisent dans l'architecture d'information ou plus l'expérience utilisateur qui est vraiment d'autres sortes de design que là, c'est pas nécessairement nécessaire. Mais en tant que dev, c'est sûr que aussi, quand tu sais, le designer sait si c'est difficile ou pas, ou c'est faisable ou pas. Il y a des gens qui sont un peu trop dans les nuages, des fois, qui sont comme, ben, tu sais, ça, ce que tu viens de me montrer, ça prend 3 ans. Puis là, ils sont comme, OK, tu sais. Alors que, tu sais, on le fera pas. Tu sais, fait que c'est un peu aussi ça, juste d'avoir une espèce d'idée de grandeur de ça, c'est très compliqué, ça prend 15 minutes, puis tu sais,
de savoir qu'est-ce que tu es en train de pitcher avant de le pitcher aux investisseurs, puis qui sont comme « Wow, je veux ça », clairement. Ouais. Chez Tom, en ce moment, les designers à qui tu co-travailles, cohabites, quel drôle de verbe, ils codent-tu? Ouais, la grande majorité code. Sinon, ils ont des outils. Chez Facebook, il y a un outil que peu de gens utilisent parce qu'il est comme trop compliqué, mais c'est Origami, là, qui est comme un Figma que tu peux attacher plein de frames, puis tu peux... Je t'enverrais ça, tu cliquerais, puis tu penserais que c'est une vraie app. Là. Okay. Tu peux vraiment faire des trucs poussés. Mais c'est super difficile à utiliser. Il y a juste du monde chez Facebook qui était dans le team d'Origami qui utilise ça. Puis là, on est chanceux, on a des ex-méta qui étaient sur Origami. Ils peuvent vous former un. Eux, ils sont là-dessus. Mais les autres, ils codent. Parce que par nécessité, là, ils étaient comme c'est trop de va-et-vient. Puis ils l'ont appris sur le tas. Fait que c'est pas du code que tu prends puis tu mets en production du jour au lendemain. Mais il y en a beaucoup qui c'est comme OK, là, je comprends exactement de quoi tu veux, puis on peut le productiser. Très cool. Puis, justement, l'espèce de traduction ou de communication, passer la balle du design jusqu'au code, c'en est un défi, mettons, dépendamment de la... Ce qui m'intéresse, c'est que je sais que Pleo, c'est de la fintech, right? Ça implique de l'argent, ça implique de l'information sensitive, tout ça. Techniquement, ça a été quoi le défi le plus challenging, mettons, chez Pleo? Ouais, chez Pleo, les défis sont tu as la sécurité en général qu'une application qui gère de l'argent amène, mais c'est plus en amont. Tu as plein de partenariats. Aujourd'hui, c'est de mieux en mieux parce que tu as des third parties que tu peux utiliser qui vont... Les Rails, là? Ouais, ou dans le fond, des fournisseurs de paiement qui ils vont fournir un API que tu vas dire, check, quand la carte de crédit elle a une transaction, envoie-moi un REST API ou un webhook ou quelque chose qui va me notifier. Nous, il a fallu qu'on build ça avec des vieux protocoles ou avec des banques qui ne savent pas c'est quoi un REST API. Eux, là, c'est des FTP ou des vieilles affaires. Ouais. Fait qu'il y a eu plein de choses qui ont été duct-tapées que tu veux cacher le plus possible, puis c'est buildé sur des technologies modernes, mais qui a une espèce de couche de boîte là, qui est... que tu veux comme abstraire le plus possible. Fait que ça a été ça le plus gros défi. Puis ça, juste pour que je comprenne bien, ça vient de la nature un peu plus archaïque de la technologie chez des partenaires ou institutions financières, mettons? Ouais, exact. Okay. Parce que tu peux pas, malheureusement, comme toi, du jour au lendemain, te faire une carte de crédit. Il y a plein de certifications nécessaires. Berge, il va falloir qu'on en... Fait que tu dois passer par des partenaires qui, eux, ont ces certifications-là bancaires. Puis eux, ils ont des pratiques. Mais là, c'est ça. Comme je te dis, depuis le temps, ça a évolué. Puis il y en a des fournisseurs qui ont des Stripe puis tout ça. Là. Stripe, avant, permettait pas de faire ça. Maintenant, tu peux te créer ta propre carte de crédit pour ta compagnie qui est powered by Stripe. OK. Puis là, vu que j'ai mentionné Design Ops comme concept, je pense que ça vaudrait la peine de double-cliquer dessus. Tu as donné une super belle conférence là-dessus. Je l'ai écouté au complet puis je m'en rappelle pas. C'est pas parce que c'était pas une bonne conférence, c'était excellent, mais ma mémoire est pas super top. J'ai fait beaucoup de commotion. Si tu veux, on pourra en parler après. Fait que, what the fuck is Design Ops? Sure. Ouais, dans le fond, c'est ce qu'on a réalisé chez Pleo, c'est que là, on avait beaucoup d'équipes qui étaient indépendantes. Fait qu'il y avait chacun leur designer, leur dev, leur product manager, designer. Puis là, tu décupes ça à plusieurs équipes qui travaillent sur différentes parties du software, différentes intégrations. Puis là, le temps avance, puis tu te ramasses que si tu vas dans telle partie du software ou telle autre partie, tu sais clairement quelle équipe a fait quel bout de software, puis qui est un petit peu plus polished, puis qui est un petit peu plus broche à foin. Puis le monde refaisait souvent la même chose. La blague souvent que le monde me dit, c'est que moi, je fais des boutons. Là, des boutons, mais dans le fond... Luke de chez Shopify qui dessine des triangles, des rectangles. Exact, c'est ça. C'est un peu ça. Fait que le but, c'était de fournir une espèce de boîte à Lego de formulaires, boutons, toutes les composantes que tu utilises pour créer un UI dans les différentes équipes, puis que nous, on fournisse ça aux équipes. Fait qu'eux, ils peuvent
comme un bootstrap, par exemple, pour les gens qui sont... Fait qu'on n'est pas nécessairement dans un design system. On est dans... Explique-moi la différence. Là. Je suis Ben, nul dans le ce fond, côté-là. Ouais. non, mais c'est que Design Up, c'est comme l'encapsulation de design system. OK. Un Design Up va fournir un design system, une librairie de composantes. OK, c'est bon. Fait qu'il y a c'est comme toute l'encapsulation des opérations qu'une équipe de design a à faire. Puis là, ben, il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient répétitives du designer, justement, qui devait voici les maquettes, voici comment les implémenter. Fait que nous, on avait fait des outils pour générer du code à partir de Figma pour que les gens n'aient plus besoin de dire ben, c'est quoi la couleur de ça, c'est quoi la grosseur de ça. Fait que c'est comme beaucoup d'automatisation. Maintenant, il y a plein d'outils aussi. Les storybooks de ce monde, exact, ça ressemble pas ces choses-là. Ouais. Cool. Puis ça, c'est-tu quelque chose, c'est-tu un skill set, mettons, qui t'a suivi, que tu continues-tu de jouer un peu ce rôle-là aujourd'hui, mettons? Ben, c'est toujours quelque chose que moi, j'aime beaucoup. T'sais, là, chez Tom, c'est comme pas le meilleure utilisation de mon temps parce qu'on a aussi... Tom, c'est comme une seule surface, un seul écran. C'est une page avec plein d'interfaces, mais t'as comme pas beaucoup de sections. Pléo, c'était vraiment, OK, là, t'as la vue admin, t'as la vue comme financière, la vue export, la vue user. Fait que ça faisait que c'était des expériences différentes, donc des besoins différents aussi d'implémentation. Là, c'est vraiment plus une seule application. Fait qu'on peut réutiliser plus le code parce qu'il vit un peu plus ensemble. OK, le besoin va venir, je pense, à force d'évoluer. Mais c'est clair que c'est quelque chose que j'aime faire, mais pour l'instant, je le fais moins. Là. Chez Pléo, tu as fait combien d'années à peu près? 5 ans. 5 ans. Là-dessus, la majorité, tu n'étais pas physiquement à Copenhague. Right? Exact. Fait que tu as vécu ce lifestyle remote-là. Là, tu le vis chez Tom. Fait que ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui fait une bonne culture d'entreprise SaaS remote versus une mauvaise? Si tu as des exemples, floor is yours. Ouais, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Dans le fond, le remote, c'est une bonne culture d'entreprise remote. C'est de lâcher prise que toute l'information va être disponible tout le temps. Là. Il faut comme accepter... Le wiki ouais, tu sais, ça. Mettons. Parce qu'au début, tu es là, il faut que tout se passe à l'écrit. Faut que puis là, tu deviens un peu l'espèce de version trop intense du remote qui devient un peu désagréable. Il faut que tu sois comme un... Parce qu'on a fait au début, là, quand on a commencé chez Pléo, on avait une webcam d'un bureau, tout le temps on. Tu pouvais juste passer. Puis nous, là, qui étaient remote, parce que c'était principalement au bureau à Copenhague que ça se passait, on était comme 3 remote. Fait que le monde, il pouvait juste passer puis te dire salut. Puis c'était comme correct à un très petit stade de compagnie, puis ça a vite été dérangeant. Là, puis c'était un peu tannant d'avoir ta caméra on tout le temps. Là. Je suis pas sûr que le monde voudrait faire ça aujourd'hui. Mais une bonne culture, c'est comme... Tu sais, là, il y avait les time zones qui étaient vraiment différentes. Fait que d'optimiser pour les time zones, de ne pas les voir comme un encombrant, parce que ça fait que... Tu sais, moi, je commençais ma journée, au Danemark, il y avait 6 heures de différence. Ouais. Fait qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui s'étaient passées. Quand moi, je finissais ma journée, les gens avaient fini depuis à peu près midi. Fait surtout que tu finisses à 4 heures. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, t'avais ton après-midi complètement libre d'interruption, de tape sur l'épaule, de « peux-tu te déranger, j'ai besoin de cette information-là ». Puis là, si tu apprends à bien te lancer la balle de chaque côté, ben en vrai, tu as une journée de comme 30 heures, pas 24 heures, tu sais, parce que la journée continue sans arrêt. Mais c'est quelque chose qui me buzz avec Pléo. On dirait que ma perception de la compagnie, c'est tout le temps que c'est beaucoup plus remote que c'est en vrai. Là. Genre, la majorité du staff est à Copenhague. Ben, plus aujourd'hui. Là. Tu sais, là, au début, c'était ça. On était 3 remote. On avait un gars en Slovénie, 2 Québécois et tous les gens au Danemark. Là, aujourd'hui, il y a des bureaux à Lisbonne, à Berlin. Ils sont distribués. Fait en termes juste d'avoir plusieurs bureaux, ils sont déjà un peu remote parce que t'as des gens dans ces différents hubs-là. Mais dans les 5 ans que tu étais là, c'était une minorité qui était remote? Ouais, quand même. Quand même ouverts, une minorité, mais il y en avait beaucoup. Là. Beaucoup. OK. Puis là, chez Tom, même chose, right? Là, chez Tom, minorité. Là, on est pas mal tout le monde basé à San Francisco. Dis-moi, Will, d'abord, pourquoi... Il doit y avoir quelque chose dans le lifestyle ou la carrière plus remote qui te fait triper au point d'aller dans des compagnies qui sont pas nécessairement 100% distribuées puis de dire « J'adore votre compagnie, yo, je vais travailler avec vous autres, mais moi, je suis remote, genre. »
Ouais, ben tu sais, juste pour être clair, le Dream, c'est une compagnie 100% remote, je pense, là, parce que tout le monde vit les mêmes... Pour toi, mettons. Ouais, parce que tout le monde vit le même... Tu sais, c'est con, là, mais la pandémie, ça a été bon pour ça. Moi, j'avais fait du remote avant la pandémie. Puis là, tout le monde a fait du remote. Là. Tout le monde a goûté à ça. Puis là, pendant la pandémie, le monde était là. Je sais pas comment tu fais, c'est pourri, le remote. Je dis, ouais, mais c'est pas ça. C'est pas toujours. Je veux dire, t'es pas en dedans pendant 24 heures, pendant 2 ans. Là. Fait que, fait que c'est pas ça, mais il y avait quand même beaucoup de leçons à tirer de ça. Fait que je pense que je suis content que tout le monde a vu c'est quoi. Puis, on le sait maintenant que le monde a pris goût. Là. Fait que moi, c'est ça, le lifestyle, c'est clair. Au Danemark, c'était cool parce que justement, j'avais toujours mon après-midi 100% libre. Moi, j'ai besoin d'être focus, de ne pas me faire déranger pour être productif. Puis, ben, j'ai besoin aussi de pouvoir aller en mountain bike ou aller, j'en ai tiré mon épingle du jeu, là, puis je suis allé en novembre au Brésil pendant 1 mois faire du kite. Fait que là, avec les time zones, même chose, je suis capable de shifter un peu mon horaire, d'aller faire une ride de kite pendant 1 heure, travailler, finir, retourner faire une autre ride. Ça, c'est quelque chose qui est impossible dans un job au bureau. Là. Fait que ce soit chez Pléo ou chez Tomb, c'est genre de trips là, ou aventures là, ailleurs qu'au Québec, tu t'as fait ça régulièrement. Ouais, ben tu sais, chez Pléo, ce qui était cool, c'est qu'on avait vraiment une équipe multiculturelle, fait qu'on avait du monde un peu partout. Il y avait un gars qui habitait en Afrique du Sud, il était comme, hey, à un moment donné, ce serait cool que vous venez, fait qu'on s'est ramassé plusieurs à aller en Afrique du Sud, passer 3 semaines là. Même chose, fait du kite là. On a fait, il y en a, là, j'ai pas participé à ça, il y a du monde qui sont allés en Slovénie. On s'est promené un peu. Puis maintenant, là, je le fais un peu plus comme pour moi, là, un peu plus en plus petit groupe, mais ça l'a amené, tu sais, je sais qu'à mettons, dans ma liste, je veux aller en Grèce, j'ai une couple d'ex-collègues de chez Pléo qui sont là, puis que je sais que je vais avoir des locals qui vont m'amener au spot. Là. Ça change l'expérience de voyager vraiment à 100%. OK. Puis là, tu seras pas long, mon téléphone sonne. C'était une farce. C'est que je m'en vais avec mes skis tombent. Pléo, ça semble, du moins de l'extérieur, une belle compagnie qui semble avoir de la forte croissance. Tu étais là early, fait que tu devais avoir des stock options, quelque chose, avec un potentiel de upward mobility, genre de monter dans la compagnie, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu tires la plug puis tu vas chez Tomb, genre? Il y a de quoi chez Tomb de vraiment cool qui t'intéresse, qui t'attire ou... Ouais, ben j'ai quand même regardé dans ma carrière puis je me suis rendu compte qu'à peu près à genre 250 employés, c'est comme mon breakpoint là, de genre... Pourquoi? Explique-moi. Ben il y a comme un niveau de restrictions, de règles, de politique qui est comme nécessaire à ce qu'une compagnie de ce size-là fonctionne. Ouais. Puis il y a l'espèce de bump, là, que c'est comme le passage, un peu l'adolescence d'une compagnie, là, que, tu sais, elle sait pas trop ce qu'elle veut, là, puis c'est comme un peu désagréable, là, cette phase-là. Fait que souvent, c'est là que j'ai quitté parce que c'était... Tu sais, je pense que toute bonne compagnie passe à travers ça. Puis le avant est un peu tannant, puis le après est bien correct, là. Mais il y a l'espèce de pendant qui est désagréable. Puis je me suis rendu compte que c'était comme... Tu sais, moi, j'aime ça être dans les débuts. Là. Quand j'ai quitté chez Pléo, j'étais comme... En bas de 50, on était super productif. Il y avait, tu sais, moins de... Faut que tu demandes à lui, puis tu as besoin de rassembler tout le monde envers une idée. Là, t'es plus, ben check, je pense qu'on va faire ça. Puis il y a un autre qui dit, OK, let's go. T'sais. Fait que c'est vraiment ce genre de vibe-là qui, moi, m'allume. Fait que là, j'étais rendu à peu près à ce stade-là chez Pléo pour regarder vers une plus petite start. Pour ceux qui connaissent pas l'essai de... je me rappelle plus, là, je pense que c'est un genre de software engineer big time. Commando versus infanterie versus police. Je le mettrai dans les show notes aussi, là. Mais ça explique les différentes vibes ou même les différents profils psychologiques du monde qu'il va y avoir dans une startup qui devient une scale-up, qui devient fucking quasiment un État-nation, là, tu sais, genre, ou une grosse compagnie. Puis il y a beaucoup de ce que tu dis qui file justement la vibe commando, de on peut aller se salir les mains, on est une petite équipe agile, très guérilla, puis tout ça. OK, ça m'intéresse. La beauté de la chose, c'est que en tech, des startups, il en pop constamment. Fait que si tu es un ingénieur ou un professionnel quelconque, peu importe ta discipline, puis que tu es un 0 à 1,
tu vas toujours avoir des belles opportunités de travail. Tu n'es pas nécessairement obligé d'aller de un à toutes les autres affaires qui viennent après. Puis il y en a qui, au contraire, vont triper. Ils vont dire, moi, à partir du moment où il y a 100 personnes, je suis capable de scaler ça, une équipe d'engineering puis une infra, tu ne créeras pas à ça. T'sais. Exact. Fait que ça dépend vraiment beaucoup des profils psychologiques. Puis c'est important de matcher ton profil au cycle de croissance des compagnies qui fit le plus avec. Ouais. J'aimerais ça un jour essayer une vraie grosse compagnie là, qui a comme un peu voir vécu. si ça... Parce que c'est l'espèce de structure aussi est quand même intéressante. Tu sais, quand tu parles à du monde qui ont été chez Google ou chez Meta, tu as un problème sur React, là, tu vas taper sur l'épaule au gars qui écrit React. Là, fait que Dan, c'est ça, hey Dan, what's up? C'est vrai, là, j'ai des collègues qui m'expliquent ça, puis je suis comme, ça c'est quand même une opportunité d'apprentissage incroyable, puis fait que d'avoir ce genre de ressources-là comme à côté de toi, ça doit être très cool aussi. Mais ça vient avec, c'est ça, l'espèce de... Une charge, une lourdeur, dépendamment de quand tu le vois. Yes. Tome, en ce moment, est-ce que c'est fair de dire que vous êtes pré-product market fit? Ouais, OK. 100% fair. Fait que dans cette optique-là, je pense que la sagesse startup old school, c'est parler avec ses clients, right? Yes. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place en ce moment dans ton day-to-day ou genre dans le day-to-day de la compagnie? À moi, non. Okay. Mais nos designers font ça là, vraiment, vraiment régulièrement. Puis ce qui est cool, c'est que là, toutes les calls sont enregistrées. Fait qu'on peut aller... Allons dans les spécifiques. C'est quoi qu'ils utilisent pour enregistrer ça? Où c'est que ça arrive l'information? Tu peux-tu le consulter? Ouais, dans le fond, on utilise Gong, là, qui est comme un assistant dans Zoom qui va comme faire un espèce de résumé. Là. Fait que tu peux voir qui a parlé à quel moment, puis vraiment comme aller dans les endroits qui t'intéressent. Là, parce que des fois, c'est des calls assez longs. Là, exact. Via le transcript, tu peux pogner des timestamps. Exact. Aller voir des trucs. Fait que, tu sais, dernièrement, là, moi, je travaille sur une feature depuis genre février, puis là, on vient de la montrer à certains des clients qui étaient vraiment intéressés à cette feature-là. Fait qu'on regardait leur feedback. Après ça, on leur a demandé d'essayer, puis on regarde un peu comment soit ils se plantent ou tout ça. T'as dit que les designers parlaient beaucoup avec le monde. Avez-vous des gens de produits pas mal aussi chez... non, c'est ça. En fait, nos designers sont un peu une espèce d'hybride entre un product owner, product manager, designer. Fait qu'ils ont vraiment... on est très design-driven. Là. Notre co-founder, c'est un designer. Fait que tout ce qui est décision, produit... Les designers, en fait, on les appelle les product designers vraiment. Là, on n'a pas vraiment de... Fait que c'est eux qui vont vraiment comme avoir une influence sur le roadmap le plus possible, puis qui vont jaser avec les clients le plus possible. Chez Pléo, l'espèce de conversation client, expérience client, puis prendre cette information-là, puis faire en sorte qu'elle vive quelque part, puis qu'elle soit utile dans les décisions produits, c'était-tu présent aussi beaucoup? Moins? Un peu moins, mais c'était pas le même genre de discussion. C'était plus des product managers, justement, qui allaient avec les clients. Puis là, c'était des besoins plus comme comptables, où vraiment, tu as des checkbox à cocher quand vient le temps, quand tu achètes ce genre de software-là. Alors que Tome, la différence, c'est que c'est vraiment comme... il y a des gens qui ont vécu dans PowerPoint depuis leur tendre enfance. Là. Fait que les pauvres. Ouais, malheureusement. Fait que, ils ont des espèces de plis ou des habitudes, puis on essaie de casser ces choses-là ou de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui est painful de ce côté-là. Alors que le côté fintech était plus comme, moi, j'ai tel software, puis j'ai tel compliance, puis tel rapport à faire. Fait que c'est plus comme technique, là, comme discussion à avoir que... Qu'est-ce que tu en penses de cette feature-là? Fait que là, tu viens de me donner un rôle qui est comme double en discipline, mettons, product designer chez Tome. Je t'en donne un autre qui est peut-être moins multifacette, là, mais genre une personne en développement, là, carrément développement applicatif. Toi, tu as commencé front-end, mais tu te disais, c'est pas mal full stack, dépendamment de la compagnie, dépendamment de mes tâches, tout ça. T'as-tu l'impression, t'as engagé du monde aussi, tout ça. T'as-tu l'impression que pour une personne dev aujourd'hui, t'as vraiment plus de valeur sur le marché si t'es full stack, bord en bord, ou peut-être plus même spécialisé? Ouais, c'est ça. Ça, c'est... tu sais, dans le fond, d'être full stack, c'est jamais une mauvaise chose, là, parce que tu te rends utile un peu partout. Mais moi, tu sais, j'avais un peu cette croyance-là que d'être full stack, c'est d'être bon dans rien. Là, tu sais. Puis, tu sais, il y a 4 personnes. Pardon à tous les full stack dans la salle. Mais non, mais c'est juste, je pense que tu dois quand même avoir une espèce de
c'est quoi qui t'allume? Parce que quand tu demandes à un dev, c'est quoi ton truc, je pense que tu dois quand même savoir c'est quoi qui t'aime, c'est quoi que t'es bon dedans, puis c'est quoi que t'optimises. Mais d'être ouvert à, tu sais, moi, je suis pas bon là, quand vient le temps de gérer des queries à la base de données, mais tu sais, je l'ai fait. Puis je l'ai appris. Puis maintenant, c'est vraiment cool parce que je peux faire une feature de A à Z. J'ai pas besoin de demander la permission à un DevOps pour déployer dans telle place. Puis j'ai pas besoin de... Fait que ça, ce full stack-là, je pense que c'est vraiment important d'être ouvert à ça. Puis avant, j'étais comme, je veux rien savoir. Moi, je fais mon truc. Je pense que maintenant, c'est comme... Quand est-ce que tu as changé de mindset? Ben, il y a c'est quand je suis arrivé chez Tome, la stack, c'est 100% TypeScript, de front-end au back-end. OK. Fait que déjà, tu sais, c'était... Moi, de jouer dans le TypeScript en front-end, c'est mon terrain de jeu. Fait que j'étais quand même dans le même langage, dans le même setup. C'était facile à le faire. Fait que déjà, il n'y avait pas cette barrière-là à changer de langage. Je suis capable de changer de langage, mais c'est déjà comme... ça de moins que t'es comme, ben, je vais l'essayer, voir, puis je te ferai signe. Il y a un autre truc, c'est que chez Tom, on fait beaucoup de pair programming. Fait qu'il y a des tâches que c'est comme, je sais pas comment le faire, je vais me pogner quelqu'un, on va le faire ensemble, puis je vais savoir comment le faire la prochaine fois. Pour le monde qui sont peut-être moins juste à l'aise ou qui connaissent moins ce concept-là, pair programming en deux lignes. Ben dans le fond, c'est quand tu programmes à deux personnes, il y en a un qui chauffe puis l'autre qui fait le copilote. Là. Fait que c'est vraiment ça. Il y a des gens qui vont dire ben c'est bien bizarre d'avoir deux personnes sur le même écran, mais ben, c'est un outil de partage de connaissances. Tu apprends vraiment beaucoup rapidement en regardant quelqu'un qui est bon faire la chose dans laquelle il est bon. Je pense que les gestionnaires peut-être moins éduqués vont faire hey, il y a un temps qui est perdu, genre, c'est pas efficace, mais au contraire, man. Ça bonne le monde aussi. Là. Ouais, c'est ça. De catcher, d'avoir quelqu'un qui te dit cette ligne-là, ça marche pas à cause de ça. C'est tellement un feedback différent quand la personne est à côté de toi ou si t'es remote, tu peux utiliser des affaires comme Tuple, puis en tout cas, il y a plein de software. C'est tellement différent que genre dans un comment, là, dans une pull PR, request. Ouais, exact. Dans une PR, t'es comme, c'est plus impersonnel, genre. Ouais. Anyway. Ben c'est ça, puis c'est que la feedback loop est très, très, très rapide. Fait que quand vient le temps de la pull request, le code, je l'ai vu, là, on l'écrit ensemble, je l'approuve, puis ça fait qu'il y a un aspect... Ça rend que c'est moins asynchrone, puis c'est moins le dream encore du remote. Mais là, tu pair programme, même si t'es remote avec du monde DSF, tu utilises un soft quelconque? Ou... Ouais, ben tu sais, aussi simple que Zoom Share, puis il y a des features dans VS Code que tu peux, comme Google Docs, là, avoir des curseurs, puis... Pas besoin d'être plus compliqué que ça. Puis là, on a parlé justement on a parlé de différentes géographies où tu peux travailler, on a parlé de différents rôles, même de salaire un peu, on a commencé à toucher là-dessus. Puis une des discussions que toi et moi on a eues qui est vraiment intéressante, je l'ai eu avec Guillaume, je l'ai eu avec plein d'autres gens, c'est est-ce que le salaire d'une personne en tech, prenons un développeur quelconque, devrait varier en fonction d'où cette personne-là habite? C'est-à-dire, on est-tu pour ou contre l'espèce d'arbitrage géographique de la compensation? Ouais, ben là, je vais te donner mes idéaux à moi, là, puis, tu sais, dans le fond... Vas-y. Si je te réponds avec une question, est-ce que tu penses que la personne qui travaille en Inde, qui fait exactement la même pull request que la personne qui travaille à San Francisco, le code est la même qualité? Ouais. Là. Ouais. Est-ce que tu trouves que la personne qui travaille en Inde, son code vaut moins cher? Son temps vaut moins cher? Écoute, ça, c'est une question piège. Fait que le podcast va finir là, mesdames et messieurs. All right, laisse-moi te dire honnêtement ce que je pense. Là, c'est le fun, mais ça va être crunchy. Là, je joue le rôle de l'avocat du diable en passant. Ça veut pas nécessairement dire que don't hold it against me. All right? C'est juste enregistré. Je pense je pense que ta question est cadrée d'une manière où est-ce que je répondrais of course, ce code-là a la même valeur. Par contre, moi, je vais flipper la table un petit peu puis je vais dire l'argent que je paye pour ce code-là, là-bas, n'a pas la même valeur. C'est probablement ça que la majorité du monde qui font l'arbitrage vont justifier. T'sais, bon, le coût de la vie, tu le vois même entre Québec et Montréal, des fois, des petites distances, ça change de quoi sur le salaire. Moi, personnellement, d'un point de vue idéaux, comme tu disais, je side avec toi. C'est-à-dire que je pense fortement que tu produis la même value, on est dans un market global, c'est méga décentralisé, man, on lift le monde par en haut, tu sais. Je le feel à 100%. Mais pour avoir été tête dans des budgets,
pour avoir vu la pression financière qu'il peut avoir sur une compagnie, je l'ai vu chez Douda, man, tu sais, on engageait en Ukraine, on engageait ailleurs qu'à SF puis à Tel Aviv parce que c'était genre... Puis il fallait réussir à survivre à tel crunch puis tout, fait ben, c'est ça. C'est un mess, là. Ben, c'est ça, fait que je vais te donner en même temps la version plus nuancée vas-y. parce que là, c'est comme... C'est la spicy réponse, mais tu sais, par exemple, au Danemark, c'était un endroit qui était... Tu sais, le coût de la vie est élevé. Ouais. Fait que de se positionner quand même avec un salaire qui est... T'es pas capable de compétitionner avec San Francisco, par exemple. Exact. Mais t'es capable de compétitionner avec bien des grandes villes. Fait que là, tu te dis, ben check, nous, nos salaires vont être basés sur le Danemark, puis il n'y aura pas de changement de ce côté-là. Okay, là, c'est encore juste une question de comment toi, tu veux être compétitif dans le market. Ouais. Fait que toi, si tu mets une règle d'un multiplicateur sur le coût de la vie dans ta ville, good for you, mais tu sais, dans le fond, le salaire, c'est la chose la plus facile à gamer, là. Mais le salaire plus haut que tout le monde, tu vas avoir plus d'offres. D'applications. Ouais. Fait que c'est un peu une métrique qui fait partie de comment tu veux te marketer en tant que compagnie pour trouver du monde. C'est tellement touché parce que là, je vais double down là-dessus, mais mettons un SF, là. Ouais, Silicon Valley en général, mettons. La quantité d'argent qu'il y a disponible dans ces, je sais pas combien de kilomètres carrés, est tellement plus grosse que la quantité d'argent qu'il y a disponible pour financer, lever, monter des compagnies de tech, mettons, ici. Ouais. Que je me dis, ben dans cette optique-là, on a-tu aussi cet arbitrage-là qui fait du sens ou plutôt qui ferait pas de sens pour nous de dire, hey man, j'en ai su des salaires là, de SF, là, de certains ingénieurs, man, puis j'étais comme, ma compagnie casserait, tu comprends? Ouais, si je payais tout le monde ce prix-là. Fait que ça me met toujours dans un... Ce qui est le plus hot dans ce que tu as dit, je trouve, c'est choisis ta ligne. Ouais, c'est ça. Tu dis, mon référent à moi, pour telle raison, c'est ça. Puis on s'amarre sur ce référent-là, puis tu prends une position. Ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, fait qu'on le savait, là, chez Pléo, t'avais quelqu'un qui arrivait de New York, là, on était comme, on sera pas capable, là, parce que cette personne-là s'attend à un certain salaire qui est élevé, plus élevé que ce qu'on était capable d'aller chercher. Là, après, c'est ça. C'est vraiment une question de comment... Tu vas devoir aller jouer ailleurs. Après, ça va être des stock options ou avec d'autres des conditions, des vacances. C'est quoi ton... Parce que malheureusement, tu as beau avoir le plus hot produit, ben OK, tu vas avoir du monde vraiment passionné. Tu as des designers qui arrivent d'une compagnie d'instruments de musique là, ou de Teenage Engineering, par exemple, que tout le monde veut être là. Ben là, tu peux avoir... Mais il y en a peu là, qui ont ce edge-là d'être genre, ben check, nous, on fait juste... Je le fais pour la passion de... Ouais, non, je comprends. Je m'en vais-tu là? Je m'en vais-tu pas là? Je vais mettre une pin là-dedans. On n'est pas obligé d'en parler. Mais il y a une montée de plusieurs compagnies. Sherpa, Athena. En tout cas, il y a plein de middlemen qui vont aller dans un marché donné géographique comme les Philippines, par exemple. Puis ils vont dire... Nous, on trouve de l'excellent talent ici, on le forme, puis on le match avec des postes ouverts aux US, en Amérique du Nord, en Europe, peu importe où. Puis là, il y a cet arbitrage. Puis eux, carrément, leur pitch, c'est prendre des engineers, des marketeurs, des designers, des assistants virtuels qui sont aussi bons que tu aurais dans ton marché média, payent 50-75% moins cher. Puis ces business-là sont en train de boomer, right? Fait que je suis curieux de voir l'impact à long terme que ça peut avoir. Ouais. Parce que c'est pas... le salaire qui est payé à ces business-là, c'est pas une affaire de sweatshop, là, genre... Fait que ça monte aussi le salaire dans ces areas-là. Fait que je sais pas comment ça va play out, tout ça, mais ça m'intéresse vraiment. Ben, je pense que, tu sais, il faut pas se cacher là, qu'il va y avoir une espèce de réajustement qui va se faire avec les AI aussi qui arrivent dans le game. Tu sais, l'autre jour, notre gars de Customer Support a fait un script en Python. Il sait pas coder. Là. Il n'avait jamais codé. ChatGPT is way out of it. Là. Fait que lui, il met juste CS. Customer Support, Computer Science, I don't care. Voilà, c'est ça. C'est fait. Et tu sais, c'est quand même capoté de voir que tu vas être capable d'aller chercher tes besoins en programmation, tu sais, pour des trucs simples. Là. Encore raison. Pour le short term. Ça va mettre une pression. Il y a ça aussi. Là. OK. San Francisco, c'est comme la fable, le mythe de la tech, là, genre. Ton expérience personnelle,
T'es allé à SF récemment, t'as des collègues là-bas, etc. Les plus gros contrastes entre SF comme culture de travail, la tech en général, puis ici. Ouais, ben c'est quand même capoté. Là. San Francisco, tu débarques la première fois, tu prends ton Uber, puis là, ben tu croises les taxis, pas de conducteur, Ouais. puis après ça, tu as des billboards de Notion, puis d'API Segment, là. Puis tu sais, c'est un peu, nous, on a des billboards de parfum, là, eux, c'est des billboards de API, là. Puis c'est écrit genre « Ask your software engineer », puis c'est quand même assez capoté, déjà ça. Fait que déjà, tu vas au café, t'es dans le fil, t'en as parlé de Kubernetes, puis de tech en général, de VC funding. Tu peux faire de l'espionnage industriel si tu veux au café. Entre là, deux macchiatos. Ouais. Fait que ça, c'est déjà une espèce de vibe qui est personnellement un peu too much pour moi. Là. C'est vraiment. Ouais? Pourquoi? Ben, je sais pas, là, moi, faut que j'arrête de parler du travail à un moment donné. Ouais, Là, puis là, tu sais, je suis au café, puis je sais pas, là, je m'imagine que t'es au parc, puis tu chill, puis ça parle encore de VC funding, puis de moi, j'ai le raisé tant, puis c'est un peu désagréable. Là. Mais c'est comme, c'est ça, le monde, ils vivent, ils baignent là-dedans au day-to-day. Fait que La ville? La ville, ben là, récemment, c'est quand même assez bizarre, parce que là, il y a beaucoup de sans-abri, la crise du fentanyl, tout ça, c'est quand même assez palpable, là, dépendamment de où tu vas dans San Francisco. Fait que c'est pas une ville très... Ben, tu sais, c'est une belle ville quand tu vas dans les beaux spots, mais tu sais, fait que c'est un espèce de no man's land en même temps, et puis t'as du monde avec leur backpack, avec leur MacBook Pro à 4000$, puis t'as la personne qui fait du fentanyl... c'est un peu bizarre, tu sais, avec des tentes, là, tout ça. Fait que c'est un espèce de contraste, là, qui est... Ça t'a pas fait donner le goût d'accrocher ton dossard de gars remote, là, mettons. Là. Non, je l'ai pas fait, c'est ma place. Mais aussi, tu sais, c'est un espèce de monde incroyable que, tu marches dans la rue, puis là, t'es comme, hey, ça, c'est GitHub qui est là, ça, c'est Cloudflare, ça, c'est... Puis, la densité et la concentration de talent puis de capital, c'est insane. Fait que tu peux avoir n'importe qui on speed dial, tu sais, tout le monde connaît tout le monde. Fait que ça fait que le réseautage est super bon, mais nous autres, admettons, pendant le temps des fêtes, on était down parce qu'on avait un problème avec Okta, parce qu'on avait busté nos limites, parce qu'on a explosé en termes de user base pendant le temps des fêtes. Puis, mon CEO, il a texté le CEO d'Okta, puis il était comme, faut que tu nous débarres ça au PC. Là. Puis, ça arrive pas à grands autres endroits qu'à SF. Là, fait que c'est un espèce de... À chaque fois, faut que je me pince un peu là, de voir ça. C'est spécial. C'est cool d'avoir un account personnel aussi. Je parle-tu de GenAI tout de suite? Non, je te pose une question par rapport au fait que Tom, en ce moment, tu l'as dit, c'est pré-product market fit. Mm-hmm. Vous avez fait un pivot, tu l'as expliqué c'était quoi le pivot. Vous êtes en train, j'imagine, générer de plus en plus de revenus, mais ça reste que si tu checkes la valorisation, si tu checkes les millions qui ont été injectés là-dedans, en ce moment, tu travailles très fort sur un produit qui génère pas, mettons, d'énormes revenus ou qui en génère peut-être pas beaucoup même. Là, c'est une question de noob, de gars qui n'a jamais été fundé VC et tout ça. Ça feel-tu bizarre, ce côté-là, mettons? Ouais, 100%. C'est bizarre, c'est sûr. Mais tu sais, admettons, quand t'es là-dedans, tu sais, c'est aussi c'est du gaz là, pour aller vite. Tu as de l'argent, donc tu es comme il y a tel software qui règle ça. C'est comme un pay to be good dans un jeu vidéo. Tu achètes, tu unlocks plein d'affaires vite. C'est comme on va pas le builder nous-mêmes, on va prendre un partner pour ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui te permettent d'aller vraiment vite, d'un peu tricher. Fait que oui, ça feel un peu comme de la triche, mais en même temps, tout le monde joue dans cette game-là. Fait que mais oui, ça a été toujours un peu bizarre. J'ai eu la chance d'être chez Coveo puis chez Playo, que c'était dans le temps du product market fit, fait qu'on savait qu'on buildait quelque chose qui était utile puis qui fonctionnait puis que le monde aime. Là, je pense qu'on en a du monde, mais c'est encore de le faire valoir puis dans un espèce de monde où les gens n'ont pas encore trouvé comment monétiser bien de l'AI. Je pense que tout le monde s'entend que ça va marcher, mais c'est encore dans une phase de il y a du monde qui font un peu n'importe quoi.
Ils savent pas comment le monétiser. Puis tout le monde joue un peu avec les tools. Tu sais, je l'essaye, ça marche-tu, j'aime-tu pas. Tu sais, c'est très des users curieux, mettons. Là. C'est ça. Fait que nous, on appelle ça des AI tourists. Là. C'est vraiment ça. Là. Fait que nous, on a eu de la misère un peu à convertir notre monde. Fait que ça a été ça, beaucoup le pivot. C'est qu'on sait que ces gens-là font... Parce que, tu sais, OK, tu dis, hey, toi, tu fais des PowerPoint, mais t'en fais, je sais pas, une fois là, par mois, mettons. Ça, c'est quand même rare là, qu'on bust out le PowerPoint. Là. Fait que là, faut que tu trouves quelqu'un qui en fait régulièrement, qui a besoin de ça. Qui, ben là, c'était un de ces personas-là qui fitait à... Ça va être une personne qui doit aller vendre un software quelconque ou un produit quelconque à des execs puis qui doit avoir un beau deck pour faire ça. C'est ça. Parce que le feature, dans le fond, c'est des gens qui font le même deck, le même pitch très souvent, mais qui changent un petit peu pour tel client, tel autre client. Puis là, c'est la même présentation de, mettons, 150 slides. Puis là, ils pigent une quinzaine de slides pour tel client. Ils en pigent une vingtaine pour tel autre client. Puis là, ben nous, on vient automatiser tout ça en te posant des questions au début, c'est qui ton client. Puis là, on est capable de feeder les réponses avec ton gong call pour la prochaine présentation que tu vas faire. Elle a déjà le feedback de ce que le user voulait. Fait que là, on peut, dans le fond, mettre ton meeting de sales sur autopilote. Là. Exact. C'est qu'il s'améliore de façon incrémente au rythme que tu apprends sur le marché, que tu parles avec tes clients, que tu builds tes features. Exact. Ça, c'est débile. Fait que ça veut dire que vous êtes plugué sur une couple de sources de data différentes, certaines avec sales, certaines avec marketing. Exact. C'est ça, là, c'est tout nouveau. Là. C'est comme vraiment notre... c'est ça le pivot, là, dans le fond. Fait que là, c'est ça. On s'intègre dans Gong, on s'intègre dans des différents... call de SEC, là, qu'il y a un 10K, là, c'est comme tous tes documents financiers publics pour les compagnies publiques, on peut aller parser ça. Puis là, on pitch ça dans des modèles LLM qui sont capables d'ingérer ça. Puis là, on a différents modèles qu'on pitch pour aller générer leur... J'imagine qu'il y a du monde qui vont peut-être vouloir gosser avec, puis ça va vraiment être tome.app. Tome.app, ouais. Parfait. .com doit être cher. Hein? Ouais, malheureusement. Pas assez de funding. On sait quand il expire, là, fait qu'on va essayer de... Hey man, à un moment donné, j'espère qu'il va le compter. Guillaume Simard va venir sur le podcast. Ouais, s'il compte son histoire de domain name, man, c'est la meilleure histoire. Excellente histoire. Fait que ça va être un gros teaser. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Subscribe. Fait que t'as parlé de GenAI, t'as name drop le fameux LLM. Toi, est-ce que tu vis des eureka, du fun ou des affaires tough par rapport à travailler avec ce nouveau tooling-là qui est plus autour de l'intelligence artificielle générative, mettons? Ouais, ben tu sais, le problème, c'est que c'est un peu une espèce de bazooka pour tout faire. Là. Fait qu'au début, t'es comme « Ah, on pitch ça dans OpenAI, on pitch ça dans Cloud. » On veut un peu trop... Il y a un meme, là, c'est lui qui met de la sauce sur sa salade, là, puis il y a comme 8 étages de la sauce. Ben là, c'est un peu la AI sauce. Là. Fait que là, ça, c'est un peu le problème. Ouais. Mais aussi, c'est une façon de rendre le software magique. Ouais. On a eu là, des moments que tu es comme hey, ça a marché tout seul, c'est vraiment cool. Fait que ça, de pouvoir aller piger dans ces trucs-là, que tu es comme hey, check ça, ça va le faire tout seul, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Parce que vous, y a-tu des data scientists, où le core de la valeur générée par l'AI vient des modèles existants? Oui, le core vient des modèles existants, mais on a des ML engineers qui vont aller faire soit le fine-tuning pour vraiment optimiser les queries dans des modèles spécifiques. On est en train de builder nos propres modèles aussi, parce qu'on a un Head of AI qui vient de chez Meta, qui lui a quand même de la bonne expérience de ce côté-là. Puis on a des gens d'anciennes compagnies comme Scale AI. Fait qu'on a du monde avec des grosses pointures en termes d'AI. Moi, je suis moins exposé à ça, mais ils font tout ce qui est la plateforme pour savoir, justement, dans tel cas, on va l'envoyer à tel modèle, dans tel autre cas. Puis là, les modèles évoluent vraiment rapidement aussi. On a eu GPT-3, 3.5, 4. Fait que là, à chaque fois qu'il y a les nouveaux modèles, c'est des opportunités d'avoir des coûts moindres, parce qu'à chaque fois qu'il y a un update, ils sont soit plus rapides ou sont soit plus performants. Puis tu sais, notre bill OpenAI est assez... C'était 12 000 $ par mois la dernière fois que j'ai checké. Là. Fait que c'est quand même... fait que là, il faut essayer d'optimiser ça de ce côté-là. Mais c'est ça, mais le rythme, l'espèce de frénésie auquel ces modèles-là et ces compagnies-là churnent des produits ou des APIs,
ça amène un lot de chaos dans votre genre développement produit. Ouais. Hein. Je veux dire, en termes de une CRUD, une web app SaaS qui n'y a pas d'AI ou whatever, oui, il y a des nouveaux frameworks, puis le monde s'estime c'est quel le meilleur, mais genre, ship le code, là, le front-end, le back-end, puis tu sais, ça peut tenir ensemble longtemps en tabarouette là, avant d'avoir de quoi de life-changing qui arrive. Puis le plus tannant là-dedans, c'est que tu peux pas, genre, unit tester un LLM. Tu sais, souvent, OpenAI, c'est un autre produit, puis tu vas changer un mot dans ta prompt, puis ça marchera plus. Puis ça, c'est arrivé à quelques reprises. C'est comme, on va tweaker ça, on va rajouter ça, puis là, c'est complètement cassé. T'sais. Fait que là, il y a beaucoup de jobs de plateforme que tu dois dire, OK, ben là, comment on fait pour tester un modèle, envoyer juste 10% du trafic dessus, voir si ça fonctionne, avoir de l'observabilité, voir si... Fait qu'il y a toute cette espèce de poutine-là, qu'il y a des compagnies qui se spécialisent à faire ça. Fait que je pense que ça, on va avoir un lot de compagnies qui va pop-out justement de tester des modèles sur une partie du trafic, tout ça. Fait que nous, là, c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment expérimental, puis c'est essaye-le, check si ça marche, puis là, ben, ça va-tu marcher pour les 20 millions de users qu'on a qui roulent des queries? T'sais, les chances qu'ils pognent. C'est 20 millions? Voilà, on est à 20 millions de users. Chris. C'est pour ça que vous avez dépassé vos... nos Octa. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est 10 millions de users en 9 mois, dans le fond, entre le moment qu'on a launché. Faute d'avoir des revenus, une startup financée, il faut que ça ait de la croissance, right? Ben, c'est ça. Genre... ça, au moins, on peut show up pour ça. C'est ça. Mais sentez-vous une pression là-dessus aussi, genre? De top-down, genre, les execs ou la suite C sont comme, genre, yo, là, les monthly active users ou... Ouais, c'est certainement. Surtout, genre, tu sais, quand on a levé notre série B, c'était comme No Man's Land, là, lever une série B pendant la COVID, tu sais, ou dans le sortant de la COVID, tu sais, fallait que tu aies des revenus. Là. Puis là, nous, on n'en avait pas. Là, fait que, mais je pense qu'on avait la growth pour aller démontrer ça. Puis, fait que c'est comme un des use cases que les AI fonctionnent bien puis qui se portent bien à ça. Fait que je pense que tout se place quand même. Parce qu'à la base, le tome, il n'y avait pas d'AI. Là. C'était ouais, c'est vrai. Les premiers PR, press release. Ouais. Bon PR. Les premiers trucs de presse que j'ai lus sur Tome, justement, ça parlait pas d'AI. Non, c'est ça. C'était juste comme... Il y a eu ça, c'est sorti. On a plugué OpenAI en moins de 2 semaines. J'étais sur un hackathon. Je suis resté à SF pendant 2 semaines. Okay. Puis on a shippé ça le 23 décembre. Okay. Puis on a pogné 1 million de users pendant le temps des fêtes. C'est là qu'on a explosé. Ça, le gars en marketing en moi capote un peu. Là, fait que il y a sûrement l'autre monde qui se demande, mais genre, ça a été quoi les canaux de distribution ou d'acquisition qui ont fait que le user count est genre explosé de même chez Tome? Ben, là, c'est ça. Il y a eu l'espèce de on a surfé la même vague qu'OpenAI. OK, fait que ça genre lift, ça te lift parce que là, tu sais, OpenAI a sorti son API, puis nous, on était chanceux, on avait eu un early access. Fait que là, on s'est plugué comme dans les premiers. Fait que ça a été... T'sais, tout le monde était sur Product Hunt, puis sur Twitter, puis toutes les tools qui génèrent de l'AI. Fait qu'il n'y a pas eu tant de... On était sur Product Hunt, mais genre, je recommanderais à pas tant de monde d'utiliser ça comme canal de distribution. Là. Ouais, c'est rendu bruyant. Ouais, fait que ça a fonctionné pour nous, mais c'était étonnamment organique. Là. Même tout le monde était comme, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, j'ai utilisé Tome avant de lancer Ça se passe. Pour justement, j'avais comme les thèses, les idées de Ça se passe, ça va ressembler à ça. Puis je disais à Tome, généralement, des slide decks là-dessus. Fait que ça, puis finalement, je sais pas pourquoi j'ai utilisé Gamma à place. Moi, j'ai vu, j'étais déçu. Je m'excuse. mais le moment magie là, que tu parles, là, c'est ça aussi qui fait que tu shares puis que ça devient organique, l'espèce de viralité. Parce que moi, j'en ai parlé à plein de monde. Je suis comme, hey, yo, essaye ça. T'sais. L'espèce de scaffolding de mon deck, mon pitch deck, Ça se passe, c'est fait de même. Je l'ai tout fine-tuné après. J'ai changé plein d'affaires, mais genre, on dirait que ça enlève un... Ben c'est le syndrome de la page blanche. Là. Tout le monde arrive et t'es comme... tu sais pas par où partir. Là, tu dis, ben check, c'était ça, j'avais envie de parler. Puis là, tu pars avec une base que tu vas probablement complètement effacer parce que c'est très générique. Là. Puis aujourd'hui, c'est pas coûteux à régénérer. C'est ça. Puis là, ben avec toutes les autres informations qu'on va aller injecter avec des sources externes de ta compagnie, ben là, on va rendre ton contenu vraiment unique parce que là, sinon, c'est un autre... Tu sais, le monde, ils disent tout qu'on fait des OpenAI wrappers.
on est passé ça. Là. Je pense qu'il y en a eu plein. On en a été un. Là, on ne l'est plus. Là. Make sense. Écoute, je nous amène vers le finish line là, pour qu'on puisse ouvrir les questions bientôt. Je vois le temps passer. Puis j'ai mal un petit peu aux fesses. C'est parce que quand je buvais encore de l'alcool, je suis tombé dans une échelle. Je me suis déplacé le coccyx. Ça fait que là, aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi. OK? Fait que c'est pour ceux qui ont ri, sérieux. C'est vraiment des farces. C'est une vraie histoire, par exemple. Tabarnak. Oversharing much encore, Frank. Dude, j'ai le goût de finir par genre le côté plus éducation. Parce que toi, t'as littéralement enseigné à l'Université Laval. Parle-moi de pourquoi t'as enseigné. Puis parle-moi de comment les devs /designers /artisans en SaaS peuvent apprendre à part à l'école traditionnelle. Ouais, ben dans le fond, moi puis Vincent Séguin, on a travaillé ensemble chez Coveo, puis on est encore bons amis à ce jour. Lui, il donne encore le cours à l'Université Laval. Okay. Moi, c'était un peu trop pour moi. Je sais pas comment il fait pour elle. Parce qu'il y a une job full-time, un poste haut placé, puis il donne le cours en plus. Mais dans le fond, à la base, on a fini notre bac, puis Vincent, il avait corrigé pour la directrice de programme pour donner un cours à l'université. Fait que lui, il a côtoyé de temps en temps. En finissant notre bac, elle a comme demandé « T'as-tu du feedback sur le cours de génie logiciel? » Puis lui, il a comme dit, on n'apprend rien sur le web. Okay. On avait fait des stages, puis on a tout appris nos affaires qu'on utilise au day-to-day sur le tas. Fait qu'on a des principes de programmation de base qui sont vraiment importants à connaître, mais un API, là, moi, en sortant de mon bac, là, je ne savais pas c'était quoi. Fait que ça, c'était quand même assez spécial. Fait que c'était le feedback, ça a été ça, c'était comme, on devrait voir des technologies web d'une certaine façon. Puis elle a dit, c'est parce qu'il n'y a personne pour donner le cours. Puis là, Vince, il a comme dit, on pourrait le donner, nous, le cours. Puis là, fait que... Tout était là. Moi, j'étais down parce que les deux, on avait travaillé ensemble sur des projets, puis tout ça, puis je pense qu'on se trouvait hot, là, je sais pas trop, là. Fait que là, on était là, genre, on va monter le cours qu'on aurait aimé avoir, dans le fond. C'est fucking cool. Mais moi, pourquoi, tu sais, genre, votre carrière est en train de commencer, vous avez plein d'affaires à faire, tu veux faire du kitesurf partout dans le monde. Non, mais y a-tu un désir de, genre, redonner, de passer au suivant? Là? Oui, tu sais, c'était ça. C'était comme de dire, je pense qu'on peut améliorer le programme. Puis, tu sais, c'est cool, là, j'ai reçu quelques messages cool par après qui étaient comme, hey, j'ai trouvé la job de rêve, puis genre, dans mon entrevue, tous les trucs qu'ils m'ont demandé, c'était dans votre cours. Il y a un d'autre que j'ai croisé tantôt au début de l'event qui m'a dit justement que tu avais été son prof, puis tout, que ça avait joué une influence. C'est fucking cool. Ouais. Tu sais, fait que ça c'est cool. Fait que c'était vraiment juste d'améliorer le programme, puis les élèves, ils ont tellement trippé qui ont fait une pétition pour que le cours il devienne obligatoire au programme. Fait que c'est là du user feedback, moi j'aurais monté le prix du cours direct. Ouais, c'est ça. Un gars de marketing là. Mais ouais, c'est ça. Fait que là on a fait un deuxième cours qui était comme la suite avec un plus gros projet qui lui est optionnel. Fait qu'on a fait ça pendant plusieurs années. Là. Moi, j'ai arrêté justement parce que c'était... Surtout avec le Danemark, là, ça faisait que j'étais comme au Danemark à des moments que là, Vince devait prendre le cours tout seul, tout ça. Fait que c'était un peu... fait que par la suite, il a juste continué. Il y a des chargés de cours qui l'aident pour tout ça. C'est très cool. Shout-out à Vince. Toi, t'as 10 ans d'expérience, là, genre? Ouais, 10-12. 10-12, ouais. Parfait. T'as une Christy belle carrière. Je suis content que t'en aies parlé aujourd'hui à ce point-là. Il y a du monde qui commence, qui vont écouter ça. Fait que j'ai 2 questions pour toi. Comment est-ce que toi, tu continues d'être sharp, de t'éduquer, de t'améliorer? Puis pour ceux qui commencent, as-tu des suggestions, pro-tips, conseils? Ouais, là, c'est comme un moment difficile là, pour les juniors de sortir parce qu'il y a un million de tech qui apparaît, puis ça bouge extrêmement vite. Ce que je dirais, là, c'est de trouver c'est quoi que vous aimez. Parce que puis d'un peu d'essayer de se spécialiser dans quelque chose. Moi, ça a été le front-end pour moi, puis j'étais comme ça, j'aime ça, je vais double down là-dedans. Mais ça, t'as découvert ça parce que t'as gossé, t'as essayé, tu t'es trouvé des clients, t'as essayé de faire des projets open. Les stages ont vraiment aidé pour ça. Fait que c'est sûr que quand l'éducation... Je pense que si je recommençais, je ferais... Là, j'ai fait juste 2 stages, j'aurais pu en faire 3. Je conseillerais aux gens de faire le plus de stages possible, d'être le plus exposé. Chez Coveo? Non, j'ai pas fait mon stage chez Coveo. Mais Vince avait fait son stage chez Coveo, puis c'est un peu la raison pourquoi il a fait ses 2 stages chez Coveo. J'étais comme, ça a l'air vraiment cool. Fait que
par après. Mais ouais, je dirais ça. Puis, tu sais, de l'information, là, il en manque pas. Il y a des chaînes YouTube, il y a des comptes Twitter, il y a vraiment toute l'information gratuite. Ouais, exact. Fait que, je pense que c'est juste d'être curieux. Puis, c'est ça, de trouver c'est quoi le format d'information qui marche. C'est-tu des blogs, c'est-tu des YouTube? Moi, j'aime bien YouTube de ce temps-ci. Fait que c'est pas mal mon truc. Mais Twitter aussi, là, ben gros, tu follow des accounts que tu trouves intéressants. Puis essayer aussi. Prendre un petit side project de quoi qui te tente, de quoi qui t'allume, qui va jamais voir le... ouais, c'est ça, salir les mains, c'est ça. Ouais. All right, man. Pour finir, une petite philosophique. Puis après ça, on va ouvrir aux questions... Il y a un micro pas loin. Oli va s'en occuper dans pas long. C'est bon. Y a-tu des erreurs que tu as le goût de partager que tu as faites durant ta carrière que tu pourrais peut-être éviter à du monde qui commence ou juste qui sont dedans? Ouais. Ben, tu sais, il y en a une couple que c'est plus en termes. J'ai eu un passage vers le management un peu en tant que team lead, puis j'ai eu tendance à donner mon feedback des fois un peu trop soft, tu sais, quand tu veux être trop un good guy. Ouais, moi, j'ai fait ça longtemps. Puis là, tu te rends compte, finalement, t'as tellement comme sugar-coaté ton message. Tu sais, personne ne s'est compris. Là. Puis là, t'arrives comme 3 semaines plus tard, puis t'es comme, c'était pas ça, pas en tout. Fait que ça, c'est vraiment, je pense, le gros learning, ça a été comme, ben, tu sais, ça va faire mal, mais ça va peut-être être mieux que dans, tu sais, si tu traînes ça trop longtemps. Mais c'est tough. Fait que ça. Puis plus en termes techniques, c'est l'espèce de chasse du shiny new things. Là. C'est tellement cool de vouloir essayer la nouvelle tech, puis le nouveau framework, puis le nouveau LLM ou peu importe. Essaye-le, mais d'essayer de baser comme ton projet autour d'une tech, c'est jamais vraiment une bonne idée. Puis c'est arrivé d'être comme, ben check, on a ce use case parfait pour utiliser cette nouvelle tech-là, c'est pas une bonne idée. Là, choose boring tech. Des solutions qui cherchent des problèmes. All right, man. T'as-tu des shameless plugs? Ben, comme tu disais, là, allez essayer Tome, puis donnez-moi des nouvelles. Là. C'est clair que c'est mon bébé en ce moment. On a une grosse feature qui s'en vient, là, que je travaille très fort dessus, puis je pense que ça va rendre Tome encore plus expressif, encore plus intéressant. Si le monde veut le follow-up avec toi, te poser d'autres questions, William Fortin sur LinkedIn, c'est cool? Yes. Parfait. Man, merci Will. Merci beaucoup. Merci à toi. Alright, c'en était un long celui-là. Il y a un micro d'installer par là où que je regarde. On a comme le floor d'ouvert là, pour un 10-ish minutes. Si le monde a des questions à poser à Will, juste dire votre nom, c'est quoi que vous faites dans la vie, puis c'est quoi votre question, votre tendre enfance. Non, on n'en parle pas. Hey, salut. Oh, pas de son? Oui, salut. Ouais. Jean-Michel. Moi, je suis founder de SaaS aussi. Je voulais savoir, nous, on fait un peu la guerre à PowerPoint dans notre dans ce qu'on a à faire. Il en pense quoi, Reid Hoffman de PowerPoint? C'est ça qui est intéressant, c'est que Reid Hoffman, c'est le temps d'avoir autre chose. Puis aussi, c'est que le problème de PowerPoint, c'est qu'il ne peut pas nécessairement évoluer ou complètement changer du jour au lendemain. C'est tellement implanté profondément dans le workflow des gens que tu ne peux pas arriver et dire, ben check, voici ce nouveau PowerPoint complètement refait. Fait soit il va y avoir un nouveau produit qui va être plus comme... Ou tu sais, il y a Copilot là, qui parle pour aller s'intégrer dans l'AI, tout ça. Mais c'est comme un espèce de produit qui peut pas vraiment évoluer, qui est comme figé dans le temps. Puis c'est comme un peu malheureux, mais ça donne la place à du monde comme nous d'aller chercher cette opportunité-là. Cool, merci. Excellente question. N'hésitez pas, s'il y en a d'autres qui ont le goût de chit-chat un tout petit peu, votre nom, votre rôle. Salut, moi c'est Maxime, développeur chez Kimobi. Tu as parlé de la rigueur que tu as appris chez Coveo et que ça a vraiment été important dans ta carrière. Mais il y a aussi une école de pensée, tu sais, comme Facebook, on dit « move fast, break things », par exemple. Puis c'est un peu quoi les avantages et les inconvénients de la rigueur au niveau early stage dans les startups? J'aime vraiment cette question-là. Ouais. C'est d'être rigoureux au bon moment puis d'être scrappy au bon moment. C'est vraiment... Ça, tu vas l'apprendre là, d'avoir fait une architecture incroyable qui va scaler pour un produit qui a 0 user. C'est complètement inutile.
Puis, tu sais, c'est con, mais il n'y a pas si longtemps, on avait un All Hands avec Tome, puis la première slide, c'était Move Fast Break Stuff. Puis Tome est un produit qui est quand même assez polished, qui est assez... Justement, on a beaucoup de designers, c'est un beau produit. Mais, fait qu'au début, il a fallu avoir quand même une base relativement stable, clean. Fait qu'il y avait une rigueur là. Puis là, on est dans une espèce de phase qu'il faut itérer, il faut faire des trucs qui sont rapides parce que, la compétition est là, tout ça. Fait que c'est vraiment une question de timing, de choisir son moment, puis d'être prêt à faire des trucs qui tiennent avec du duct tape, puis de revenir, puis ça pogne, puis c'est vraiment hot, puis ça pète. Puis ça pète parce qu'il y a du monde qui l'utilise. Ben, good job, t'as fait quelque chose d'utile. C'est ça. Puis, tu sais, l'espèce de peur, genre, mortelle de la dette technique. Ouais. Ben, man, si t'accumules assez de dette technique pour réussir à avoir le temps puis le cash de la payer dans 5 ans, ben, good job. Genre, tu t'es rendu puis t'es pas mort. Genre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une drôle de balance, man. On l'a vécu, nous autres aussi, là. Moi, je trouve que la dette technique, c'est du code qui fait de l'argent. C'est bien. Fait que... c'est bon, Chris. C'est, dans le fond, la feature est out there. Il y a quelqu'un qui paye pour. Il y a quelqu'un qui va la pousser à une certaine limite, puis ça va. Ouais. Tu vas devoir faire du software scalable. Je vous dis pas de faire de la merde tout le temps, mais c'est juste de choisir son moment. Il y a des produits qui vont avoir l'épreuve du temps, qui vont avoir besoin de cette rigueur-là, puis il y a des moments où il faut hacker des choses, puis il faut aller vite. Puis je pense qu'il faut être cognizant de son user. C'est-à-dire qu'il y a des affaires... Tu sais, vous autres, mettons, là, ça va être un petit peu plus sensitive, mais à la base, c'était genre des diapos de storytelling, là, genre... Ça n'a pas besoin d'être méga, genre, sécuritaire, puis comme grosse protection de toute la data, puis tout ça. Si c'est de la fintech, puis tu gères les cartes de crédit du monde, ben là, il y a une rigueur qui va juste s'imposer de par la nature du produit que tu construis. Mais dans d'autres cas, quand c'est plus low stakes, mettons, ben, il y a des coins qui peuvent être coupés plus ronds. C'est ça. Puis là, après, il y a ta vélocité qui vient en compte. Parce que si tu as tout le temps fait du duct tape, puis là, ben, tu es tout le temps en train de réparer, puis tu fais juste atteindre des feux, ben, tu fais pas de nouvelles features. Fait qu'il faut quand même que tu aies du monde qui sont prêts à balancer ça, puis à faire du stock solide, puis faire du stock scrappy qui va finir par être soit jeté, parce que ça n'a pas servi, ça sert à rien, ou ça sert vraiment, puis là, on investit dedans. Excellente question. Ouais, puis j'en avais une autre, c'est vu que Tome, c'est comme un remplaçant de PowerPoint, si j'ai bien compris. C'est un peu le genre de produit que beaucoup de personnes utilisent. Fait, comment vous faites pour avoir des early testers? Genre, comment vous faites pour l'acquisition des testers? Ben c'est ça, on a été chanceux qu'on a des gens qui ont sauté sur le produit directement. Fait que des early, des gens qui veulent essayer, des gens qui sont tannés de PowerPoint, il y en a. Fait que ça n'a pas été un problème. Là, c'est plus la nouvelle approche sales. On a des partenaires, des compagnies qui vendent avec Tome. Fait qu'eux sont des early partenaires qui sont sur Slack directement avec nous, qui vont nous donner leur feedback. Puis nous, on génère leur sales deck avec l'AI. Fait que c'est comme ça pour l'instant, qu'on se positionne pour cette partie de produit-là. Puis évidemment, le but, c'est d'avoir de plus en plus d'entreprises qui utilisent ça. Puis là, ben, ça va être certains early adopters qui vont être... Fait que c'était plus des compagnies ou des gens indépendants, mettons comme... Les deux. On a vraiment des utilisateurs organiques, puis on a des compagnies. All right, thanks. On peut en prendre 2 ou 3 autres, peut-être, là, des quick, là, rapid fire. Let's go! Super, salut, c'est Thomas, je travaille en BI à CGI. Premièrement, ben, merci pour la belle discussion, c'était super intéressant. Puis j'aimerais ça poursuivre dans une lignée peut-être un petit peu plus philosophique. Moi, je trouve que tu as une carrière super intéressante, tu as travaillé à l'international, tu as travaillé sur plusieurs projets, tu as occupé des postes de gestion. Puis je serais curieux de t'entendre, tu sais, après 12 ans, c'est quoi les éléments pour lesquels tu es le plus reconnaissant dans ta carrière, les choses qui t'ont le plus marqué, que tu cherishes aujourd'hui? Ouais, c'est quelque chose que je me suis posé quand même récemment, tu sais. Je pense qu'il y a une... Tu sais, il y a des moments que tu regardes dans ta carrière et tu te dis, tu sais, si j'avais pas pris ce call-là ou si j'avais pas répondu à cette personne-là. Tu sais, puis il y a une espèce de suite là, qui est assez... tu sais, il a fallu que je connaisse Marc-André pour aller chez Pléo. Après ça, il y a eu ce email-là on n'a pas parlé, mais c'est un recruteur qui m'a cold emailé pour Tome.
Puis j'étais comme, c'est quand même cool ça. C'était un VC recruiter. Il m'a envoyé comme 5 compagnies que lui, il trouvait intéressantes pour mon profil. C'est rare que tu as un email qui est comme pertinent. Là. Des fois, ils sont développeurs Java. Puis c'est comme, je fais pas de Java. Fait que déjà, c'était comme, j'ai lu son email, j'ai pris son call. Fait que un peu, c'est cette espèce de moment-là dans la vie que, c'est comme tu dis, c'est très philosophique, là, mais de revoir ces moments-là, puis c'est comme, si j'avais pas connu cette personne-là, si j'avais pas pris ce call-là, je serais à un endroit différent. Moi, je vais le dire, là, je vais faire de la méga self-promotion, là, mais flantinado.com, j'ai écrit un blog récemment, puis il y a une section, un blog post qui s'appelle Good Enough, Long Enough, puis il y a une section qui est sur la chance, là, Lucky Enough, là. Puis une des affaires que le monde a du succès, il y en a qui vont pas le reconnaître, la majorité du monde smart vont le reconnaître, le dumb luck, man. De rencontrer une bonne personne. Moi, d'avoir fait un stage chez Spectrum, que j'avais Georges comme mentor, que j'avais du monde que j'allais aimer assez puis qui allait m'aimer assez pour m'endurer, être dans l'e-commerce alors que je l'ai pas choisi, de la COVID, vendre au top de la COVID. La quantité de dumb luck que j'ai eu. Ouais. Oui, il y a du talent, il y a de l'énergie, il y a de l'effort, mais il faut reconnaître, man, cette chance-là. Puis moi, pour augmenter ta surface d'exposition à la chance, ce que je dis tout le temps, c'est genre, dis oui un petit peu plus. Ouais. Genre, dis oui à des affaires que t'aurais peut-être pas dit oui. Va prendre un café avec quelqu'un que t'aurais peut-être pas dit oui. Surtout au début de carrière. Parce qu'en début de carrière, man, la monnaie d'échange que t'as le plus, c'est du temps et de l'énergie. Plus tard, tu vas être plus focus, tu vas avoir plus de high stakes dans les projets, dans ta famille, dans ta carrière. Tu vas devoir dire non à plus d'affaires. Fait que quand tu commences, un petit peu plus de oui puis d'essais, c'est le temps. Man. Ouais, vraiment. Ça en gros, c'est... Ouais. Mais ouais, la chance, faut... C'est bon d'acknowledge un peu, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont comme self-made, là, puis t'es comme, ouais, mais... FDB. Exact. Mais ouais, c'est ça. Excellente question, merci. Cool, merci les gars. Yes. On va prendre une dernière. Ouais. Alright, cheers. Salut, je m'appelle Seb, développeur chez Nexap, et le gars qui a repris ta charge de cours quand tu allais au Danemark. Let's go! Yes. Une question pour toi. Tu es un dev qui est quand même impliqué dans la communauté de dev de la ville de Québec. Avec tes expériences et tes voyages à l'international, penses-tu quelque chose qui manque dans la ville qu'on pourrait s'inspirer puis rapporter chez nous? Ouais, vraiment une bonne question. Ben, tu sais, des mouvements comme ça se passe, c'est vraiment cool, tu sais, d'avoir du monde qui se rassemble. Non, mais c'est vrai, on s'en est parlé, je suis vraiment stoked de ça. Tu sais, je pense qu'il y a juste des meet-ups, des moments où que les gens se rassemblent, il n'y en a pas assez. Tu sais, l'autre jour, j'étais à San Francisco, puis tu sais, c'était Notion qui avait un panel avec plein de designers sur les AI, puis c'était comme, venez, on va jaser. Puis il y en a ça à chaque semaine, si c'est pas plusieurs fois par semaine. Fait que, tu sais, je pense que mousser la communauté et la densité de choses qui se passent, là. Ouais. Je pense qu'on a moins ce réflexe-là de builder ensemble, puis on build plus en silo. Moi, j'ai buildé en silo pendant 8 ans et demi. Fait que c'est pour ça que je fais ça se passe, mettons. Mais puis, il n'y a pas de permission à demander pour ces affaires-là. Right? Tu peux, genre, aller sur meetup.com, sur Eventbrite, faire un meetup de, genre, fans de l'Université Laval qui ont fait de la programmation puis qui travaillent à cette heure en tech à Québec. Puis, genre, tu vas avoir 3 personnes, mais Chris, la richesse de ces conversations-là puis ces relations-là va peut-être, genre, multiplier dans d'autres choses, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de permission à demander pour connecter ensemble, man, puis créer des nouvelles affaires. Puis c'est quelque chose en tout cas, que je crois fermement. Là. Merci. All right. Fait que j'imagine que le monde a faim, envie d'aller aux toilettes, boire. Ben, bonne nouvelle, il nous reste facilement 1 heure pour faire ça. Merci d'avoir été là tout ce temps-là, c'est bien smart. Merci beaucoup. J'ai plus de pour ma life, j'ai plus de pour ma vie.